La première session des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, qui s'est déroulée en Suisse, s'est terminée à l'aube ce lundi et a permis de poser des bases très solides en vue d'un accord final, se réjouit le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Un enthousiasme partagé par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Les pourparlers ont abouti à des progrès encourageants, notamment l'accord sur une feuille de route menant à un deal final dans un délai de 60 jours, a-t-il écrit sur X. Sur le même réseau social, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a salué les efforts inlassables de médiation menés par le Pakistan et le Qatar, qui ont permis de réaliser des progrès majeurs pour mettre fin à la guerre au Liban. Des pourparlers à un niveau inférieur sont désormais prévus pour le reste de la semaine, l'Iran et les États-Unis ayant convenu de créer une cellule de désescalade pour traiter la question des combats au Liban qui opposent le Hezbollah et Israël. Pour Abbas Araghchi, cela constituera le premier véritable test des négociations. Mais on ignore encore si cela suffira à mettre fin au combat dans ce pays. Sur Telegram ce lundi, Benyamin Netanyahou réaffirme que son armée dispose d'une totale liberté d'action et qu'elle restera dans les zones occupées aussi longtemps que nécessaire. Cela reste donc l'un des principaux points d'achoppement de l'accord, l'Iran ayant décidé de faire des hostilités en cours au Liban un élément majeur de tout accord de cessez-le-feu qu'il conclura avec les États-Unis. La Cour suprême espagnole a condamné à l'unanimité ce lundi l'ex-ministre des Transports, José Luis Ábalos, ainsi que son ancien assistant Koldo Garcia, respectivement à 24 et 19 ans de prison. Les deux hommes ont été reconnus coupables d'appartenance à une organisation criminelle, de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic d'influence. Ils étaient accusés d'avoir empoché des pots de vin en échange de l'attribution de marchés publics d'une valeur de plusieurs millions d'euros pour des fournitures médicales telles que des masques pendant la pandémie de Covid-19. Ce verdict constitue un coup dur sur le plan politique pour Pedro Sánchez, José Luis Ábalos étant une ancienne figure de proue de son parti. Le Premier ministre fait actuellement face à une pression croissante de la part des partis d'opposition suite à une série d'enquêtes distinctes pour corruption impliquant des personnalités actuelles et anciennes liées à son entourage politique et personnel. La décision de la Cour suprême revêt une importance particulière car il s'agit de la première condamnation définitive majeure impliquant un ancien haut responsable de l'administration Sánchez. Alors que les températures dépassent les 30 degrés en journée dans plusieurs pays européens cette semaine, les climatologues mettent en garde contre les dangers des nuits tropicales. Ce terme est utilisé lorsque les températures se maintiennent au-dessus des 20 degrés sur une période de 24 heures. Si certains pays y sont habitués, d'autres, avec un climat plus continental, sont de plus en plus souvent confrontés à ce phénomène, en particulier lors des vagues de chaleur. Au Royaume-Uni, la probabilité de connaître 3 nuits tropicales consécutives en juillet a considérablement augmenté en raison du changement climatique, selon le Met Office. Avant la révolution industrielle, un tel événement avait une probabilité inférieure à 1% par an en Grande-Bretagne. Désormais, c'est près de 20%. Les nuits tropicales peuvent avoir un impact significatif sur la santé humaine, car le corps régule sa température centrale pendant la nuit et se remet de la chaleur auquel il a été exposé au cours de la journée. Sans cette période de remise à niveau, les risques de stress cardiovasculaire et des troubles du sommeil sont beaucoup plus hauts. Des études récentes ont montré que les températures nocturnes élevées sont également liées à une mortalité accrue, en particulier chez les personnes âgées et celles souffrant de pathologies préexistantes. En conséquence, certains établissements scolaires envisagent désormais de modifier les horaires des examens afin de protéger les élèves qui ne dorment pas bien pendant cette période de chaleur nocturne. En Colombie, le candidat d'extrême droite Abelardo de la Espriella, soutenu par le président américain Donald Trump, a remporté de justesse l'élection présidentielle face au sénateur de gauche Iván Cepeda. Âgé de 47 ans, avocat et entrepreneur, Abelardo de la Espriella n'avait jamais encore exercé de fonction publique. Son arrivée au pouvoir marque un tournant politique majeur après le mandat du président sortant Gustavo Petro, premier dirigeant de gauche de l'histoire du pays. Que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden. La patria, milagro. Acaba de ganar la democracia, acaba de ganar Abelardo de la Espriella, una fórmula absolutamente democrática que tiene todo por sacar adelante a nuestro país después de 4 años muy complejos, muy difíciles.
Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bogota et de Cali pour dénoncer l'arrivée au pouvoir d'un dirigeant qu'ils accusent de menacer les acquis du gouvernement Petro. Que elijan la guerra, la destrucción de nuestro país y no muchas oportunidades como el continuismo con Cepeda. À Cali, troisième ville du pays, des affrontements ont même éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Des drapeaux américains ont été brûlés. La police a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes. C'est la saisie la plus importante jamais réalisée en Australie. Les autorités ont annoncé ce lundi avoir découvert près de 3 tonnes de cocaïne dans une propriété à la périphérie de Sydney. La drogue a été découverte le 19 juin dernier. Elle était cachée dans des bacs en plastique, enfouis dans des bunkers souterrains, eux-mêmes dissimulés sous 3 conteneurs maritimes. Les conteneurs étaient équipés de faux planchers permettant d'accéder à la cocaïne, dont la valeur sur le marché noir est estimée par la police à 499 millions d'euros. 2 hommes âgés de 21 et 25 ans ont été arrêtés sur les lieux et inculpés pour possession d'une quantité commerciale de stupéfiants. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. En Australie, les prix de la cocaïne et autres drogues ont tendance à être plus élevés que dans le reste du monde, ce qui fait de ce pays l'un des marchés les plus lucratifs pour les trafiquants de drogue. Le précédent record de saisie de cocaïne remonte à 2024, un peu plus de 2 tonnes, interceptées à bord d'un bateau de pêche au large de l'État du Queensland. Leurs photos sont affichées partout dans les rues. Chaque année au Mexique, des milliers de disparitions inquiétantes sont signalées. Alors que les regards sont tournés vers la Coupe du Monde, dont le Mexique est l'un des pays organisateurs, certains ont décidé d'utiliser cette visibilité internationale pour dénoncer ce fléau. À ce jour, plus de 133 000 personnes sont portées disparues au Mexique. Estamos haciendo un llamado a la humanidad para que volteen a ver esto que está sucediendo en México, que nos ayuden a buscarles, que nos ayuden a exigir al gobierno, porque esto no es normal en ninguna parte del mundo. Más allá de, o sea, del país, de las fronteras, debería de poder ser desaparecida. Ninguna persona debería de poder ser desaparecida. Pour les familles, cette compétition est une occasion d'attirer l'attention sur une crise qui, selon elle, est ignorée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans un rapport publié en avril dernier, le Comité des disparitions forcées des Nations Unies a qualifié la situation au Mexique de crime contre l'humanité. Les proches des victimes, dont la plupart jugent l'action du gouvernement insuffisante, se réunissent en groupe pour effectuer leurs propres recherches. Des investigations qui ont permis de découvrir près de 4000 fosses clandestines ces dernières années. También que el Estado voltee a ver, ya que ha invertido tanto recurso, que le importa tanto este evento mundial, porque es importante, pero la misma importancia, o más importancia debería tener pues sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y buscarles y encontrarles. No se puede decir que vivimos en un Estado de Derecho, o que vivimos en democracia o que vivimos en paz, con más de 133,000 personas desaparecidas. Alors que les équipes continuent de s'affronter dans les stades du mondial, les familles mexicaines mènent un autre combat, bien plus long et bien plus douloureux, celui de la recherche de ceux qui ont disparu sans laisser de traces. Il devait siéger au jury du 37e Festival international du film de Marseille en juillet prochain. Après un appel à boycott de militants pro-palestiniens lui reprochant d'avoir en partie bénéficié de fonds publics israéliens pour financer son film Oui, le réalisateur Nadav Lapid y a renoncé. On nous a rencontré le cinéaste à Chypre à l'occasion du 24e Festival international Cyprus Film Days. TS is a film that tries to dig inside the collective psyche of this Israeli society post 7th of October, and in a way it tries to dig in the soul of those who see themselves as the good Israelis, like not the bad ones, not the usual suspects. It's not, they are not extremist settlers, they are not soldiers, they are not fanatic religious people, they are not even right-wing people. They are nice, kind, beautiful, normal Israelis who, of course, find themselves doing the worst. I think that
Nadav Lapid revendique un cinéma éminemment politique, n'hésitant pas à déranger pour donner à penser. So the question, I think, is how cinema deal with such things. For instance, for Israeli society post 7th of October, with this society that will commit the genocide in Gaza. And my answer, which is, I think, is different from the popular answer of political cinema, is that instead of trying to go to the important political figures, I don't know, instead of analyzing Netanyahu or his politics, you should try to get to the collective psyche of a nation. I feel that instead of filling our classical role as artists, which mean to be in advance or to jump to the fire and to deal with it, the huge majority of movies, they became a kind of tranquilizers. And on this sense, in a way, they collaborate with the atrocity. Malgré le financement partiellement public de Oui, le film a été vivement condamné par le gouvernement israélien. My whole cinematic path is a kind of dance and of hate and intimacy with my motherland, and I paid a price and took risk for holding these positions, for doing the movies that I'm doing. So it's not easy to be an Israeli, but also you shouldn't feel too pity for yourself.